Merci d'être là. Il a la gouaille, il a l'accent, il a de l'énergie, il est plutôt sympathique. C'est la première fois qu'on le reçoit. C'est un homme de télé, bien que ce ne soit pas réellement son métier. Il est cuisinier, pâtissier. C'est Cyril Lignac qui est avec nous ce matin. Cyril, bonjour. Bonjour. Alors, nous ne nous connaissons pas. Je ne pensais pas que vous étiez aussi grand. Mince, pour un cuisinier, ça c'est surprenant. C'est la modernité. Ah bah c'est que votre bouffe, elle n'est pas bonne. Hein. Ah si, au contraire, elle est bien équilibrée, bon, bien faite. C'est pour ça. Bon, et vous avez mis presque le costard, enfin la veste en tout cas. J'adore le bleu, déjà, je voulais vous le dire. Bravo, votre... Sans le savoir. Hein. Ah oui, bon. Je me suis dit, je me suis mis comme vous. Bon, d'accord. Bon, ça démarre fort alors. Alors, vous êtes né à Rodez, dans l'Aveyron, d'un père menuisier, d'une mère qui était infirmière. Plantez-nous le décor. C'était comment? Ah ben, c'était formidable, parce que j'ai grandi dans l'Aveyron. Toujours, c'est formidable. Vous Non, êtes sûr, non, parce que j'ai grandi dans une famille équilibrée, avec mon père qui était à la base menuisier, puis après a changé de métier et travaillait dans les pièces automobiles. Ma mère qui était infirmière. Et on s'est bien occupé de nous à la maison, on a grandi. Voilà, et une sœur. Exactement. Et est-ce grâce à votre mère ou à cause de votre mère, est-ce que vous êtes devenu hypocondriaque? Je ne sais pas si c'est à cause ou grâce, en tout cas je suis hypocondriaque, oui, c'est vrai. C'est pas vrai? Ouais. Ah ouais? Dès que j'ai mal, je prends tout de suite un cachet, je suis assez hypocondriaque, ouais. Vous avez perdu votre maman, c'était en 2014, ouais. Hein, il n'y a pas très longtemps, elle était toute jeune. Quelle relation vous aviez tous les deux? Ah, c'était la femme de ma vie. C'est vrai, vous diriez ça? Ah oui. C'était fusionnel. C'était fusionnel, on se comprenait. Elle avait beaucoup de caractère, moi aussi. On est scorpions tous les deux. Oh, il y avait donc des étincelles ça faisait des parfois. étincelles, mais elle m'a toujours accompagné, toujours encouragé. Et elle a toujours été là, et elle est toujours là. Vous avez d'ailleurs eu vous avez été le chevalier hein, du mérite de l'ordre agricole. De l'ordre agricole, le poireau, hein, Oui, le le fameux poireau, exactement. Et on les voit là tous les deux. Ouais, ils étaient fiers. Quand j'ai eu cette récompense et que mes parents sont montés de l'Aveyron pour venir là au ministère, bah, c'était un aboutissement parce que je pense que jamais ils pensaient que j'allais réussir comme ça. Parce que finalement, dans l'Aveyron, ma mère me disait toujours « mais tu seras comme les autres, arrête ». Et plus elle me disait ça, plus je voulais être différent. Plus je voulais aller à Paris, plus je voulais faire mes preuves, plus je voulais aller à contresens de ce qu'eux me disaient de faire. Et donc, du coup, ça a dicté ma vie, en fait. Qui préparait les repas chez vous? Maman, parce qu'elle faisait bien la cuisine. Comme elle travaillait beaucoup, elle faisait à manger. On mangeait du sauté de veau pendant 2-3 jours. Mais elle faisait très bien la cuisine. Et papa lui faisait la cuisine beaucoup plus gourmande avec de l'ail, du persil, du beurre. Donc ça, souvent, à la maison, c'était un peu banni. Quel a été le déclencheur pour vous? Déjà, j'étais nulle à l'école. Mes parents s'inquiétaient de savoir qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire. Ma mère disait toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et je regardais, lorsque les gens venaient manger à la maison, avec cet œil bienveillant, quand mes parents cuisinaient. Et donc, du coup, je me suis dit, mais si je fais bien à manger, les gens, ils vont m'aimer. Et comme j'étais en contradiction totale avec l'école, je me suis dit, la cuisine, ça va m'amener à la découverte des gens. Et je voyais toujours ce regard bienveillant posé sur mes parents quand ils cuisinaient, quand ils invitaient des gens à la maison. Et voilà pourquoi je suis devenu cuisinier. Après, c'était un chemin semé d'embûches, mais la genèse a commencé comme ça. Et qui est cette femme-là? Qui est-elle? Pourquoi elle a été si marquante? Nicole. Parce que c'est ma maman dans la cuisine, en fait. Quand j'ai démarré le lycée hôtelier... Une seconde maman, hein, on explique. Hein. Ma maman dans la cuisine. Et quand j'ai démarré ce métier, pour Noël, j'avais eu 500 francs de ma grand-mère. Et il y avait un magazine de cuisine où je voyais Nicole. Et je me suis dit, j'ai appelé un copain. Avec ces 500 francs, on est allé manger dans ce restaurant gastronomique étoilé. Et quand j'ai mangé cette cuisine, je me suis dit, mais la cuisine, c'est ça. Et c'est ce que je veux faire. Donc j'ai pris mon téléphone et mon courage à deux mains. Et je l'ai appelée en lui disant, je suis venue manger hier chez vous, j'aimerais faire un apprentissage. Elle me dit, j'ai jamais pris d'apprenti. Et là, je lui ai dit, ben, c'est l'occasion. En fait, il faut être gonflé quand même dans ce métier. Mais moi, je suis gonflé, ouais. Enfin, faut pas avoir peur, quoi. Non, faut pas avoir peur. Audacieux. Oui, il faut être audacieux, sans être trop non plus, sans marcher sur la tête des gens. Mais en effet, il faut provoquer sa chance et provoquer le destin. Et là, j'ai provoqué ma chance et j'ai provoqué mon destin et je suis rentré dans
dans cette grande maison de la grande cuisine française et de la cuisine étoilée. Et là, vous êtes parti ensuite sur Paris, la capitale, chez Alain Passard notamment. Qu'est-ce que représentait Paris à ce moment-là pour vous, le petit provincial? C'était mon rêve américain. C'était aller à Paris, c'était m'émanciper de chez mes parents, me débrouiller, aller toucher ce qu'il y avait de plus grand, parce que j'ai toujours rêvé de grand. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Je suis pourtant né dans une famille on ne peut plus traditionnelle. Et je ne sais pas pourquoi j'étais en contradiction totale. J'avais envie de grandes choses. Vous ne vouliez pas une vie étriquée? Je ne voulais pas une vie étriquée. Je n'avais pas envie de rester dans l'Aveyron. Je n'avais pas envie d'être comme tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi. C'était certainement mon destin. Alors, Cyril, vous l'expliquiez, hein, bien sûr, il y a eu des moments un peu difficiles, hein, parce que quand même, ce n'est pas un fleuve tranquille, hein, la cuisine. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné à abandonner, à lâcher prise? Non, j'ai eu des coups durs. J'ai eu des coups durs quand je suis arrivé à Paris tout au début, parce qu'entre être dans l'Aveyron, dans un restaurant étoilé, proche de mes parents, de mes amis, dans une famille, de me retrouver seul à Paris, les premiers temps, ça a été très difficile. Parce que c'est vraiment la solitude, l'éloignement, une nouvelle manière de vivre. Et au début, c'était dur. Et donc, je téléphonais à l'époque, j'allais à la cabine téléphonique et j'appelais Nicole en lui disant, j'ai raconté ma vie en cuisine. Et elle me remontait le moral. Et je raccrochais et je repartais parce que je ne voulais pas dire à mes parents que ça n'allait pas, parce que je ne voulais pas leur donner raison. Je voulais, moi, me battre pour y arriver. Et donc, je me suis accroché. Ouais. Alors, il y a des bonnes personnes aussi sur votre parcours. Il y a 25 ans, tout s'enchaîne. Vous devenez chef dans le restaurant donc, de David et de Cathy Guetta. Hein. Et puis, vous êtes repéré par une femme, là aussi très marquante pour vous et déterminante, c'est Bibiane Godefroy. Et elle vous repère pour participer à une émission de télévision sur M6. Exactement. Elle nous raconte le jour où. Alors, le jour où j'ai proposé à Cyril Lignac de faire l'émission Oui Chef, c'était dans le restaurant de Cathy Guetta, avenue Montaigne. Il était donc un chef d'un restaurant très à la mode. On m'avait proposé 3 chefs et Cyril était incontestablement mon préféré pour présenter cette émission pour M6. Il avait une telle passion quand il parlait de cuisine. Je pense qu'aujourd'hui, il a énormément de charisme. À l'époque, il était beaucoup plus timide, beaucoup plus frêle. Les chefs, dans l'esprit de la majorité des gens à cette époque, c'était des personnes plus âgées que Cyril, des personnes plus rondes. Et donc, il n'avait pas le côté stéréotypé des chefs habituels. Donc, on se disait, pour faire ce genre de choses, il faut beaucoup de charisme. Est-ce qu'il l'a vraiment? Moi, j'en ai été convaincue. À M6, un peu moins. Ensuite, il a fait une émission qui s'appelle Chef la recette, qui était une pure émission de conseils de cuisine qui a très très bien marché. Ensuite, il a été un des premiers jurés de Top Chef, qui était une autre émission de cuisine qui a fait énormément de succès. Chaque ville, chaque village a sa spécialité. C'est le paradis des cuisiniers. On va se régaler, je vous le promets. Alors, il est le chef en France. Alors ça, c'est un peu, je pense, une déception pour lui. C'est-à-dire que c'est une émission formidable qu'il adorait faire. Il a un vrai respect du produit, aller au plus près des producteurs, c'était quelque chose qu'il aimait énormément. Et malheureusement, cette émission n'a pas fait les audiences qu'on aurait espéré, et donc il n'a pas pu en faire autant qu'il voulait. Bravissimo. Est-ce qu'il aurait réussi sans la télé? Moi, je pense que oui, mais ça aurait été beaucoup, beaucoup plus long. Il y a quelque chose qu'il faut quand même que je dise, c'est qu'il a beaucoup souffert de faire de la télé. Quand Cyril Lignac a commencé, tous les grands chefs ont beaucoup critiqué le fait que Cyril Lignac fasse de la télévision. Il me dit toujours que ça a retardé sa première étoile. C'est possible, il n'y a que lui qui le sait. Ça n'a pas retardé, au contraire, l'affluence dans ses restaurants, mais il a beaucoup souffert. Merci Bibiane. Est-ce que, effectivement, vous confirmez que ça a retardé votre première étoile? Je sais pas. Je pense pas. Forcément, ça, quand j'étais plus jeune, je pestais un peu autour de tout ça, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis contente de l'avoir attendu. Parce que ce qui est bien, c'est qu'avec le guide Michelin, quand on te donne une étoile et qu'elle est méritée, tu te sens bien avec. Et ça, c'est très important. Il y a Christophe Dolbeau qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, puisqu'on parle de chef, on parle de bouffe, on parle aussi peut-être de malbouffe. Il y a Jean-Pierre Coff que vous avez connu, il avait un super jardin. Et Christophe Dolbeau, son compagnon, viendra nous évoquer ce livre tout à l'heure qui vient d'être publié. Vous avez toujours été ambitieux. Je pense que l'ambition est née au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire quand je suis arrivé à Paris, je n'avais pas une ambition débordante parce que je n'avais pas touché ce que c'était que l'entreprise, en fait. Je pense que l'ambition vient
quand on touche l'entreprise, quand on touche de monter un premier restaurant avec des collaborateurs, d'avoir des partenaires avec soi. Et ça, c'est grisant, en fait. Et qu'on a la responsabilité des salariés Exactement. aussi. C'est le côté entrepreneur aussi qui me plaît. C'est pas tant, je dis pas j'ouvre des restaurants pour ouvrir des restaurants, ni même des pâtisseries. Ce qui me plaît, c'est de créer des lieux de vie, de créer des restaurants, de faire progresser les collaborateurs qui travaillent à mes côtés, de les voir grandir, de leur donner des restaurants, de faire comme moi, on m'a donné ma chance aussi. Et ça, je trouve que c'est beau. Ah, vous êtes dynamique, vous êtes bienveillant, vous êtes souriant aussi dans l'émission. Mais est-ce que vous ne forcez pas un peu votre nature aussi ? Pendant les émissions, on sent que voilà, c'est le type super sympa, quoi. On a envie de passer le week-end avec vous. Eh bien, venez, on va passer un week-end alors. Voilà. On a déjà commencé. On arrête tout, là, on s'en va. mais non, parce que j'ai ce plaisir et cette passion. Je ne fais que ce qui me plaît et je suis très passionné, parfois très excessif. Et la passion, ça a deux sens, c'est-à-dire que je suis obligé de vivre les choses qu'à fond. Quand elles sont à demi-teinte, elles ne m'intéressent pas. Donc, ça a aussi du plus, ça a aussi du négatif. Vous êtes boulimique, hein, vous avez des restaurants, vous avez des pâtisseries, vous avez un bar à sushi. Bon, mais est-ce que vous n'êtes pas partout et nulle part ? Non, parce que je suis pas partout et pas nulle part. J'essaie d'être là au bon moment. Et bien entendu que je ne peux pas être dans tous les restaurants en même temps. Mais par contre, ce qui me plaît, c'est de créer des cuisines, de passer le témoin à mon chef, à mes chefs, aux personnes qui sont à mes côtés, et après de m'assurer de la ligne éditoriale de tous les restaurants, parce que c'est ça qui me plaît. Vous pensez être plus talentueux que les autres ? Non, je pense même être moins talentueux que les autres. Pourquoi ? Par contre, je pense être plus travailleur. En fait, j'ai toujours dit que quand j'ai démarré à l'école hôtelière, mon professeur de cuisine disait toujours « j'aurais misé sur tout le monde sauf sur toi ». Et donc, c'est sympa, mais finalement, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours comblé ce manque par plus de travail. Je ne dis pas que je travaille plus que les autres, mais en tout cas, je pense que je suis un boulimique du travail, mais par contre, je travaille beaucoup, je réfléchis et je me pose beaucoup de questions. Et je me remets beaucoup en question. Et du coup, je pense que c'est ça qui me fait avancer. Alors, de temps en temps, vous avez besoin, évidemment, de phases de déconstruction. Alors, on a appris que vous faisiez un sport, alors vraiment pas très connu en France. Hein. C'est le polo. Alors, on vous a suivi, c'est quoi, une demi-heure de Paris. Vous nous avez fait découvrir ce sport, cette discipline. Puis, on vous a suivi, évidemment, dans les cuisines aussi de votre restaurant dans le 15e, Philippe Aiguepers et Pierre Coussier. Drôle d'endroit pour une rencontre. C'est la campagne, loin de Paris, loin du stress et revenir à ce que j'aime, puisque je suis né dans l'Aveyron, donc j'aime la campagne. En fait, on va faire une partie de polo avec des copains. Là, il y a Thibaut qui gère l'équipe, en fait. Je lui saute dessus. Ok. D'accord. Son point fort, Cyril, c'est qu'il est très très bon en attaque. Il met beaucoup de buts, c'est un goleador. Son léger défaut, c'est qu'il est moins en défense. On va le show, ouais. Ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est que je redeviens apprenti. C'est-à-dire, je prends pas de décision. C'est un sport qui demande beaucoup d'humilité. C'est pas moi le patron, là. Ça change. Ouais, mais ça me plaît. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça me fait du bien. J'ai jamais eu cet ego de vouloir être un patron, un chef, de vouloir... Ça a été malgré moi que finalement j'ai pris les responsabilités. Est-ce que vous êtes casse-cou dans la vie? Bah, pour jouer au polo un peu déjà. Ça, c'est sûr. Mais après, avec l'âge, on se calme. Le polo, c'est un sport, j'ai envie de dire, de valeureux. Donc, c'est un peu un combat, en fait. C'est quand même stressant, ça va vite, il faut tenir sur les chevaux, c'est pas si facile que ça. En fait, pour tout vous dire, c'est le seul endroit où j'oublie tout. Ça, c'est de l'adrénaline. C'est bon, hein? Tu vois, là, je pense pas à mes problèmes. Hein. J'ai pas le temps. Est-ce que c'est un sport de luxe? C'est sûr que ça coûte plus cher de jouer au polo que de faire de la course à pied, on est bien d'accord. Mais c'est pas infaisable, il y a des petits jeunes qui jouent avec nous et... Ils sont pas chefs d'entreprise, et ils jouent. Donc c'est une histoire de passion, en fait, avant tout. Vous en faites depuis combien de temps, du cheval? 5 ans, 6 ans. Pas beaucoup. Bah, quand j'ai une passion, ça devient une obsession. Je sais pas vivre autrement que dans la passion. C'est quelque chose que je sais pas faire. Je suis excessif. En cuisine, c'est Je suis pareil? passionné. Oui, en cuisine, c'est pareil. Sinon, je ferais pas autant de restaurants. Je ferais pas autant de choses. Ça passe de menu déjeuner avec 2 gnocchis sur un pigeon rosé et un cabillaud.
Avec votre emploi de temps, vous êtes souvent en cuisine? Alors Franchement. aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de restaurants, j'essaie de passer dans toutes les cuisines. Mais après, il y a Mathieu qui est donc le chef. Là, par exemple, on travaille sur une recette autour du canard. C'est la saison des cèpes avec des figues. On est dans un plat français d'automne, gourmand et même un peu croquant. Il est comment, Cyril? Il est très bien, c'est agréable de bosser avec lui. On se met pas de barrière. Il me laisse faire aussi un peu comme je veux. Bien sûr, après, on travaille ensemble. Mais ça, c'est super quoi aujourd'hui, parce que c'est pas comme ça dans toutes les maisons quand même, malgré tout. Et après, bien sûr, c'est toujours lui qui a le dernier mot, ce qui est normal. Si c'est pas croustillant, on n'a pas ce truc-là, tu vois. Vous préférez travailler avec des hommes ou avec des femmes? Mais les deux, en général. Parce que je pense que l'équilibre d'une cuisine, elle passe par des hommes qui amènent de la puissance et des femmes qui amènent de la sérénité. Cuisiner, c'est un bon plan séduction? Ça, c'est un peu le fantasme de tout, mais le bricolage, c'est aussi, ça marche aussi. Hein. Un peu moins bien. La cuisine, je dis souvent, les couturiers habillent les femmes, nous, on les nourrit. On leur donne à manger. Et c'est vrai que c'est un acte de générosité. Qu'est-ce qui manque à votre bonheur aujourd'hui? Une deuxième étoile? La deuxième étoile, c'est un travail collégial. C'est pas que pour moi, c'est pour eux. Parce que eux, ils travaillent tous les jours au coin de ce fourneau. C'est un métier qui m'a tout donné. Et c'est un métier qu'il faut faire avec beaucoup de plaisir, sinon il ne faut pas le faire. Mais si on m'avait dit un jour dans l'Aveyron que j'en serais là aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Donc la vie fait bien les choses et tous les jours je la remercie. J'ai beaucoup de chance. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous êtes critique avec vous-même. Ah, je suis critique avec moi-même. J'essaie toujours de... Dans la vie, ce qui est intéressant, c'est de progresser, de mettre du contenu, de grandir, de s'assouvir de plein de choses. Et moi, j'ai besoin de ça. Je suis né dans l'Aveyron, j'ai pas fait d'études, j'ai un CAP de cuisinier. Aujourd'hui, j'ai 150, 180 collaborateurs. J'ai envie de grandir, d'apprendre. J'ai soif d'apprendre dans la cuisine, mais dans la culture et dans plein de choses. Parce que sinon, ça sert à rien, en fait. Alors, vous êtes je veux être mieux qu'hier. Oui, je comprends. Vous êtes en attente d'une deuxième étoile, vous aimeriez bien. Mais c'est quand même curieux parce que Sébastien Bras vient de rendre ses 3 étoiles. Il y a aussi Rollinger qui avait fait la même chose à Cancale. Il y a Marc Vera. Pourquoi vous êtes avide comme ça de réussite par les étoiles? Déjà parce que depuis qu'on est petit, on est biberonné au guide Michelin. Ouais. C'est une récompense. La première étoile, la deuxième étoile, la troisième étoile. Est-ce qu'il n'a pas trop de pouvoir, ce guide? Après, on fait la cuisine pour les clients. Je fais la cuisine pour faire plaisir aux gens. Et ensuite, je vais avoir une récompense. Donc, je suis content de ça. C'est un art de vivre. Ensuite, on le veut ou on le veut plus. Ça, tout ça, c'est respectable. Chacun voit midi à sa porte. Et là-dedans, on est seul à prendre la décision. Je vais avoir bientôt 40 ans. Je suis dans cette pleine puissance et cette envie d'avancer et de continuer à grandir. C'est un peu le flux de ma vie. Donc, je ne veux pas renoncer à ça. Les avis des clients sur internautes, vous savez, les étoiles, hein? Bien sûr. Vous y êtes attentif? Moi, je suis attentif à tout. Vous les lisez? Je les lis parce que je pense que c'est une réponse directe à notre travail. Et ensuite, libre à moi de prendre ou de laisser des choses. Mais en tout cas, je pense que la critique est aisée, l'art est difficile, mais ça n'empêche qu'on fait ce métier d'art. Donc on est forcément jugé par des clients, par des journalistes, par des inspecteurs. Après, moi, j'écoute ce qu'on me dit. Après, je tranche. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains restaurateurs qui écrivent des critiques négatives pour enfoncer, pour affaiblir un concurrent? Bon, ça, je ne sais pas exactement. On peut se poser la question. Vous savez, il y a beaucoup de fantasmes dans notre métier, comme dans toutes les sphères des artistes, que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, dans la cuisine ou dans tout le reste. Ensuite, ça, je ne sais pas. J'ose espérer que non. Dieu merci, mais il n'y a pas de fumée sans feu. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, mais je suis toujours... J'essaie d'avoir bon espoir dans les choses, moi. Il y a un autre concurrent. Alors, vous savez, c'est les préparateurs culinaires, des robots qui sont infaillibles et qui permettent de réussir des recettes de chef. Ça vous fait sourire, ça? En plus, c'est très cher, c'est très coûteux. Alors, déjà, des robots qui savent faire sans la main de l'homme, ça, je ne connais pas. Maintenant, avec la main de l'homme et un robot qui est capable d'améliorer le quotidien des gens, oui, et je trouve ça bien. À partir du moment où ça peut améliorer le quotidien, à partir du moment où on peut progresser, à partir du moment où ça permet de mieux s'alimenter, et moi je
Je suis preneur. Vous êtes bien pour. sûr. On entend en radio votre voix faire de la publicité pour le foie gras. Quelle est votre position par rapport à la maltraitance animale? Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Moi, je suis allé voir, et le gavage. J'ai moi-même gavé des canards. J'ai vu toutes ces choses-là. On ne pourra jamais se battre. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui mangent de la viande, d'autres qui n'en mangent pas. D'autres qui disent que le foie gras, c'est pas bon, c'est des fois cirrhosé, et il ne faut pas manger du foie gras. On a des traditions en France qui sont là depuis la nuit des temps. On a toujours mangé du foie gras, on a toujours mangé du roquefort. Après, libre à chacun de le manger ou de ne pas le manger. Mais chacun fait son choix. Est-ce que vous avez une carte pour les femmes et une carte pour les hommes? Avec des prix? Oui. Ah ouais? Au restaurant gastronomique, oui. Mais je trouve ça ridicule. Ben, peut-être, mais je le fais. Mais pourquoi? C'est vieillot, c'est Et pourquoi démodé. pas? Moi, si je vous invite au restaurant... Oui, mais si moi je vous invite au restaurant, moi- je veux connaître combien vous allez me coûter. Alors, si c'est le sens inverse quand vous venez manger dans mon restaurant et que vous dites c'est moi qui vais inviter mon mari Oui, ou c'est moi qui vais inviter Cyril, oui. on va vous donner la carte avec les prix, moi sans prix. Ouais, ok, c'est discutable. Hein. Mais dans la vie, tout est discutable. D'accord. C'est-à-dire- Les critiques sont aussi discutables, j'imagine. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont fait du mal? Au début, comme disait Bibiane, quand j'ai démarré la télé, forcément, j'ai pris une batterie de critiques et ça m'a fait du mal. Parce que j'avais 25 ans, je faisais de la télé, j'avais pas forcément envie de faire de la télé tout au début. Je me suis pris dans ce jeu-là, ne sachant pas ce que ça allait donner. Il se trouve que ça a été un succès énorme et donc ça a changé pas mal de choses dans notre métier. Oui. Et le regard aussi porté sur vous. Alors, il y en a deux qui vous connaissent bien, qui connaissent bien votre parcours. Ils sont journalistes, ils sont critiques gastronomiques. C'est François-Régis Gaudry et puis, bien sûr, Perico Légas. Alors, tous les deux, Philippe Aiguepers les a rencontrés et ils ont croisé leur regard sur vous, Cyril. Cyril Lignac, sa grande qualité, c'est d'avoir réussi à jouer sur tous les tableaux, mais avec beaucoup de talent. C'est à la fois une vedette catholique, c'est en même temps un grand chef. C'est un séducteur, quand même, hein. Et puis c'est un formidable communicant, ajouté à l'acteur. Ça fait beaucoup, moi j'aurais tendance à me méfier quand on en fait trop comme ça. Mais bon, il y a du charme et du charisme avec, et puis beaucoup de sincérité. On aurait tendance à ranger Cyril Lignac dans la catégorie des chefs qui font une cuisine un peu branchée. Il en est rien, en fait. Il est dans son époque, c'est une cuisine contemporaine, avec des petites touches de modernité. C'est bon, c'est goûteux. Alors évidemment, on a tendance à réduire un peu Cyril Lignac au papier glacé des magazines People. De temps en temps, il fait vroom vroom avec des belles voitures. Il fait du cheval en Normandie. Il a ce petit côté un petit peu je me fais aussi plaisir. Mais quel bosseur! Qu'est-ce qu'il apporte, selon vous, à la cuisine? Le sens, non pas de l'angoisse, de la pression, de la menace, de l'humiliation qui est dans certaines émissions, il apporte le sens du partage, de la convivialité, du bonheur, du plaisir et de la gourmandise. Moi, j'ai assisté un peu à ses débuts comme tous les Français en 2005. Globalement, on se moquait un peu de lui dans le milieu, faut bien reconnaître. C'était un peu le grand dadais, on disait qu'il était démoulé à chaud, il savait pas trop quoi faire de son corps, il avait un accent aveyronnais à couper au couteau. Ensuite, il a commencé à prendre beaucoup de place, parce qu'on me disait, mais pour qui il se prend celui-là? Et puis, je crois qu'il a été, en fait, piqué au vif par ces regards un petit peu hautains qu'on portait sur lui, et il a décidé de se prendre en main. Il se donnait les moyens de ses ambitions, mais des ambitions pas pour devenir célèbre ou pour gagner de l'argent ou faire du business, des ambitions au service d'un projet, d'un univers gastronomique qui a du sens. On peut aimer ou pas aimer, rien ne lui ressemble. Il a créé un style, il a créé un genre. Est-ce qu'il a une revanche à prendre? Beaucoup d'orgueil. De la fierté. Il est du rouergue, attention. C'est quelqu'un qui est rongé par un feu intérieur, par cette idée de ne pas faire jamais assez bien. Je ne sais pas si ça vient de son éducation de culture, on va dire, assez terrienne. Je ne sais pas si c'est lié à une inquiétude naturelle qu'il a chez lui, mais en tout cas, il y a, je crois, un vrai doute qui l'anime et qui le fait grandir. Qu'est-ce qui vous touche le plus? C'est... Déjà, c'est des jolis mots. Et ce qui est le plus fort, c'est que c'est vrai, quoi. Je suis incapable de dire non, ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai. C'est vrai. Je suis rongé par un feu intérieur. À la fois, j'ai toujours peur de mal faire. Donc, du coup, je me remets en question 2 fois plus.
je suis orgueilleux parce que je suis de l'Aveyron et qu'on est né dans ce pays où on est monté à Paris, on a envie de réussir. Et réussir. C'est-à-dire le complexe du provincial? Non, je crois pas, mais réussir, ça veut pas dire marcher sur les autres, ça veut pas dire vouloir tout contrôler, mais les mots sont justes, les mots sont posés et ça me touche parce que c'est une vraie reconnaissance de mon travail. Merci, quoi. Voilà. François Régis, c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir, là, il a mis le clou en disant, ben voilà, c'est quelqu'un que j'aime vraiment. Et Perico, qui est quand même un homme formidable. Qui n'est pas toujours tendre. Qui n'est pas toujours tendre. Il a les bons mots, là. C'est juste, putain, ça me fait vraiment plaisir. Ça vous touche. Ouais. Super. La pâtisserie, cuisinier, pâtissier, c'est rare d'être les deux à la fois. Hein. Ben, quand j'ai démarré par la cuisine, et ensuite, comme je voulais, dans mon esprit, être chef, je me suis dit, la cuisine, c'est de l'entrée jusqu'au dessert. Donc c'est quelque chose de complet. Et je veux pas que quelqu'un fasse la pâtisserie à ma place. J'avais envie d'aller jusqu'au bout des choses. Donc j'ai appris la pâtisserie. C'est destiné à qui, ce livre? À tout le monde. Il y a des recettes faciles, il y a des recettes plus compliquées. Parce que je vois à travers mes émissions de pâtisserie, il y a des pâtissiers amateurs de plus en plus férus. Et du coup, j'avais envie de donner des recettes faciles et un peu plus difficiles. Des glaçages notamment, j'ai regardé. C'est hyper compliqué. Je vous montrerai, on peut y arriver. Mais vous montrez aussi des techniques. Oui, parce que je pense que des coups de main, comme on dit. Du pas à pas. Voilà. Parce que c'est important de montrer visuellement aussi pour rassurer. Pour se dire, est-ce que j'ai bien fait? Oui, ça ressemble à la photo. Et ensuite, ce livre de pâtisserie, il faut l'utiliser. Il faut faire, refaire. C'est pas grave si on rate. Moi, j'ai raté et je rate encore. Et je regrette, il n'y a pas de Kouign-Amann. Si, il y a un Kouign-Amann dedans. C'est pas vrai. Ouais. Quelle page? Ah là, je peux pas dire la page, hein, mais il y a un Kouign-Amann dedans. Ah oui, parce que ça, c'est très difficile, le Kouign-Amann. Oui, c'est une variation de la pâte à croissant. C'est extrêmement calorique. Oui, mais on a mangé un tout petit peu. 180 chefs ont été invités à l'Élysée. Je vous ai pas vu? J'étais pas là. Non. Est-ce que vous avez été invité? J'ai pas été invité. J'ai été évité. Non. Non, mais en fait. Encore. Non, mais en fait. Expliquez-moi. Je suis toujours invité dans les événements de chef, mais cette fois-ci, j'ai pas été invité. Ou j'ai pas reçu, ou il y a eu un problème, ou pas, mais j'étais pas là. Ben, c'est désagréable. C'est pas grave. J'étais dans mon restaurant pendant ce temps-là. Vous avez bien dit? Vous pensez avoir été évité? Non, mais je sais pas, très sincèrement. Naturellement, je suis toujours invité dans les événements de chef. Il se trouve que là, j'y étais pas. Pourquoi, comment, quoi? C'est lié à l'Élysée? C'est lié au nouveau président? Non, parce que je l'ai rencontré, on a passé une demi-heure ensemble. Où? Dans un restaurant. On s'est rencontrés, on a longuement discuté. C'était une personne formidable. C'est vrai qu'on vous a vu pas mal sur les couvertures de certains magazines People, etc. Alors, je me faisais la réflexion, vous choisissez toujours des femmes qui sont dans la lumière. Alors, je peux dire que c'est pas vrai, parce que toutes les femmes avec qui j'ai vécu n'ont pas été dans la lumière. Donc, c'est un peu un raccourci. Mais oui, j'ai vécu avec des femmes qui étaient dans la lumière et qui sont dans la lumière. Mais c'est des rencontres de vie et pas forcément le choix de dire j'ai envie de vivre une histoire avec une femme qui est dans la lumière. La passion, l'amour, ça se choisit pas. Vous êtes amoureux actuellement? Je suis amoureux, oui. Je suis un grand amoureux, moi. Et vous vivez avec quelqu'un? Et je vis avec quelqu'un. On va recevoir, si vous voulez bien, Christophe Dolbeau. Vous avez connu Jean-Pierre Coff? Oui. Oui. Très bien. Bonjour Christophe. Bonjour Catherine. Merci d'être là. Merci. Vous venez nous parler du jardin secret de Jean-Pierre Coff. Vous êtes le compagnon de Jean-Pierre. Comment il vous a reçu la première fois? Parce que c'était un homme qui avait du caractère. Ah oui. Mais en fait, tout a démarré avec la télé, en fait. Et un jour, dans une interview, il y avait pas mal de personnalités qui parlaient. On n'était pas, il m'avait un peu écorché. Ouais. Et du coup, on s'était croisés. Et je lui ai dit, allons déjeuner ensemble. Apprenons à nous rencontrer. Et ça a été un coup de foudre. Et on se voyait une fois tous les trimestres. Et on déjeunait ensemble.
une fois, il m'a invité dans un restaurant. Il choisissait son restaurant. Et je l'ai réinvité à mon tour dans un autre restaurant. Et on a appris à se connaître. Et en fait, on partageait les mêmes valeurs. Mais vous savez, la télé, les médias, souvent, ça travestit les choses. Et finalement, on ne va pas au cœur de ce que l'on est. Et ensuite, ça a été une vraie belle rencontre. Christophe, pourquoi il était tant attaché d'ailleurs à sa maison, à son jardin? Il n'y vivait pas au départ, en fait, quand il a acheté ce lieu, qui était un très beau lieu, qui est devenu un très beau lieu. Mais pourquoi il était tant attaché? Je pense que c'est le retour aux sources. Son grand-père était maraîcher. Il était très attaché à tout ce qui était culture maraîchère. Et comme il n'avait pas forcément le temps, donc du coup, ça a été le jardin d'ornement, où il a été très attaché à ce jardin d'ornement. Il avait un rituel quand il rentrait dans son jardin? Alors, s'il rentrait pas trop tard, effectivement, s'il arrivait vers 17-18 heures, il fallait servir un verre de vin blanc et faire un grand tour avec le verre de vin blanc et la bouteille pas trop loin non plus. Vous avez choisi, en fait, Christophe, d'être délibérément à ses côtés, mais d'une manière discrète de son vivant. Aujourd'hui, vous venez nous parler de ce livre. C'est compliqué pour vous? Je crois que non, parce que ce livre m'a permis d'avancer. Et si, au début, en faisant ce livre, je ne voulais pas être en photo à l'intérieur. Et puis on se dit, c'est dommage, parce que si on fait un beau livre et qu'on n'arrive pas à le présenter, vous voyez, ça serait vraiment dommage. Donc il faut prendre sur soi. Et puis c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté du miroir. Être exposé, parce que vous l'êtes aujourd'hui, ça, c'est sûr que lui serait surpris, j'imagine, non? Ah ça, à mon avis, il doit bien rigoler. Ça, à mon avis, il doit bien Surtout vous entendre parler de son jardin, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous perpétuez, en fait, ce jardin. Vous continuez, en fait, à le rendre beau. Enfin, tout le gros travail, c'est Jean-Pierre qui l'a fait. Et là, mon travail, c'est de le maintenir. Et puisqu'il n'y a plus de jardinier, je suis tout seul, c'est de trouver toutes les solutions pour le simplifier, sans le dénaturer, et qu'il soit toujours aussi agréable à regarder. Alors, quelles sont les solutions, alors, Christophe? Moins de taille de vivace. Alors, il y a des moments dans l'année où c'est un petit peu moins joli, mais la vivace qui va ressortir pour la deuxième floraison, elle va ressortir qu'on la taille ou qu'on la taille pas. Je laisse beaucoup les choses à graines, c'est-à-dire que Jean-Pierre, il fallait toujours que ça soit propre, coupé, net. Moi, je laisse à graines, comme ça, les semis naturels se diffusent un peu partout. Et plus il y a de semis naturels, et moins il y a de mauvaises herbes, et moins il y a des herbages. Et je peux m'occuper des arbres. C'est un jardin qu'on visite? Oui, il y a 2 ou 3 visites par an, au moment des saisons les plus belles, c'est-à-dire au printemps, vers le mois de mai-juin. Et là, en octobre, avec toutes les colorations automnales. Il y a des amis qui ont participé à ce livre? Parce que je trouvais que faire un livre témoignage pour se souvenir de Jean-Pierre différemment que l'homme public de la télé, qu'est-ce qu'il y a de plus beau de faire témoigner ses propres amis, qu'ils soient connus et non connus, pour lui rendre hommage. Je dois dire que j'en fais partie et ça a été un vrai plaisir. Alors c'est vrai qu'on parle des fleurs, on parle des arbres. Quel était son arbre préféré? Camélia. Le camélia et la pivoine arbustive, qu'il était capable de faire un aller-retour Paris-Lanneray dans la même journée, parce que si le lendemain ils annonçaient de la pluie, comme les fleurs sont énormes, un coup de vent, la pluie et la fleur disparaît. Donc il était capable de faire l'aller-retour. Merci beaucoup, Christophe. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, vous, sur le jardin de Jean-Pierre? Non, mais j'aimerais y aller, surtout. J'irai un jour. Invitation. Ouais. Non, mais je trouve que c'est formidable qu'on rende hommage à travers ce jardin. Je sais que quand on déjeunait ensemble, il m'en parlait souvent. C'était vraiment tout ce qu'il aimait. Oui, parce que c'était pas seulement la cuisine. Hein. Oui, c'était pas seulement la cuisine, non. C'était quelqu'un c'était un bon vivant, mais il aimait vraiment ce jardin. Et je trouve ça formidable qu'il y ait ce livre, que vous continuiez à l'entretenir, à le faire vivre. C'est le plus bel hommage. Et de preuve d'amour. Et de preuve d'amour. Je ne connais pas comme vous, mais il doit bien se marier, il doit bien être content quand même. Oh, c'est super. Jean-Pierre, on te le montre, ce livre, Le jardin secret de Jean-Pierre Coff. C'est aux éditions Larousse. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Catherine. Merci. On va aller au dos à dos. Vous êtes d'accord? Oui. Allez, on y va. Merci.
Nous sommes avec vous, Cyril Lignac, et des réponses du tac au tac. Chez qui vous aimeriez entrer en catimini? Chez Pierre Soulages, dans l'atelier. Je comprends. Votre Madeleine de Proust? Une côte de bœuf, de l'aubrac avec de l'aligot. Votre plateau de repas le soir devant la télé? Des pâtes. J'aime bien faire des pâtes avec une belle sauce tomate, un peu de viande hachée, du Beaufort d'alpage. Un plat de pâtes simple que j'aime bien manger comme ça. Par amour, est-ce que vous pourriez arrêter votre métier? Je crois pas. Un aliment aphrodisiaque pour galvaniser votre libido? J'en ai pas besoin. Dans une relation amoureuse, qu'est-ce qui vous fait fuir chez une femme? La jalousie. Qu'est-ce que vous apportez quand vous êtes invité à dîner? Le gâteau ou une bonne bouteille de vin. Quelle est la plus belle preuve d'amour? La sincérité. Êtes-vous un habitué des instituts de beauté? Un peu. J'aime bien faire les soins du visage. Est-ce que vous êtes déjà demandé de gommer votre accent? Non, moi jamais. Jamais. Au contraire, parce que... Mais j'ai jamais travaillé dessus, par contre. C'est toujours resté comme ça. Quelle est la musique qui vous rend joyeux? De Isle Brothers. Mais c'est vieux. Ben oui, mais j'aime bien. The Old Earth of Mine. C'est les années 50. Merci. Vous écoutez de la musique quand vous êtes dans votre cuisine? Non. Non. Quand je suis dans ma cuisine à la maison, oui. Mais dans les cuisines professionnelles, non. Nous sommes samedi. Allez, le menu là pour le déjeuner. Ben là, c'est la pleine saison des cèpes. Alors là, je vais faire simple. Hein. Je vais acheter des pommes de terre. Je vais faire des pommes de terre à la poêle avec des cèpes. Et j'aime... Alors, soit je fais une viande ou un poisson. Je peux prendre un poisson et le mettre au four. Mais sinon, ce que j'aime, c'est aussi battre des œufs et mettre juste un petit peu en brouillade, comme ça. Ça, pour moi, c'est un plat très simple. Bon, il y a du cèpe, mais c'est un plat paysan, en fait. Un plat que vous pouvez manger à la maison, en fait. D'accord, un petit dessert? Alors, vite fait, bien fait, un soufflé au chocolat. Parce que c'est juste du chocolat fondu avec du beurre, un peu de sucre. Ça se rate, je monte ça, une non meringue italienne ou une meringue française. Je mets les chocolats avec les blancs, je mets au four. C'est super, c'est coulant, c'est chaud, c'est parfait. Ça, c'est vraiment vite fait. Je vais vous donner la recette. Faut dire que ça donne envie. C'est vrai qu'en plus, vous adorez, vous, le chocolat, non? Ouais, je suis pâtissier. Ouais, j'aime le chocolat, bien sûr. Je voulais remercier la personne qui est exposée sur le plateau de Thé au Café ce matin. Il s'agit de Michel Paris. Il expose aussi à son atelier, sur rendez-vous, si vous souhaitez aller le voir, à Paris dans le 16e. Et depuis des années, Michel Paris, il observe la nature, les arbres, voilà, les fleurs, l'eau. Vous aimez bien? Ah, j'aime bien, oui. Oui. Oh, bah, portez-vous bien, surtout. Et puis, je rappelle ce livre, hein, la pâtisserie aux éditions de La Martinière, avec beaucoup d'illustrations et de très, très belles photos. On se retrouve demain et on sera en compagnie de nouveau d'Isabelle Boulay. On va faire un petit selfie dans un instant, et puis l'émission, elle est rediffusée cette nuit, et vous pouvez la voir aussi, et cela en replay sur France Télé. Portez-vous bien, merci de votre confiance, de votre fidélité. À bientôt, Cyril. À bientôt. Hein? Continuez comme ça, vous avez la niaque. Autour d'un soufflé au chocolat. Ah ouais, chouette, avec des cèpes un petit peu avant, et puis je sais pas quoi, là, il faut battre les œufs, tout ça. Thank you.